Il y a quelques petits éléments là sur donc, ce document. Alors, on vous explique qu'on veut faire un dépôt sur le fil de cuivre. Donc, si on reprend l'idée, je veux un dépôt de cuivre sur le fil de cuivre. Le dépôt de cuivre, c'est la réduction du cuivre. Donc, les électrons doivent arriver sur le fil de cuivre. C'est une réduction. Et vu que les électrons doivent arriver sur le fil, il faut qu'ils soient repoussés par le pôle moins du générateur. Donc, le branchement est forcément comme ceci. Pour les réactions possibles, on rappelle, on identifie les espèces dans la solution. Donc j'ai de l'eau, j'ai les ions cuivre 2. Bon, a priori, je vais prendre un milieu acidifié pour simplifier. Et j'ai aussi la plaque de cuivre. Et je ne tiens pas compte, en général, on ne tient pas compte des possibilités d'oxydoréduction des ions sulfates. Donc les espèces présentes, on les identifie. L'eau, le cuivre solide, les ions cuivre 2, H+, vous n'avez pas a priori de O2 et de H2 dans la solution. On ne vous dit pas qu'on fait buller quelque chose dans la solution. Donc vous identifiez bien les espèces présentes et ensuite vous envisagez toutes les réactions possibles. Donc à la cathode, du côté du fil de cuivre, il y a deux oxydants, donc deux réductions possibles, Cu2+ en cuivre solide et H+ en dihydrogène. De l'autre côté, à l'anode, on aura a priori deux oxydations possibles, soit l'oxydation du cuivre, ça c'est une très bonne chose parce qu'en fait le cuivre passe en solution et reforme du cuivre qui est reformé de l'autre côté. Donc vous avez cuivre oxydé qui passe en solution et le cuivre passant en solution va se déposer sur la plaque de cuivre, ce qui fait que la concentration en cuivre se maintient. Et ce qui fait aussi qu'il ne faudrait pas une plaque différente de la plaque de cuivre. Si vous mettez du zinc ici, le risque c'est que finalement vous ayez formé des ions zinc et ensuite que vous alliez déposer les ions zinc sur la plaque de cuivre, sur le fil de cuivre, ce que vous ne voulez pas. D'où l'intérêt d'avoir bien du cuivre et une solution de sulfate de cuivre. Voilà pour l'idée. Et donc on a deux fois deux réactions possibles. Donc deux réactions en réduction à la cathode et deux réactions en oxydation à l'anode. Alors maintenant, j'ai tracé des allures, encore une fois, de courbe à densité potentielle. Je me suis placé à pH égale 0. Et pour simplifier, j'ai considéré un état standard. Mais normalement, il faudra apporter une correction, par exemple, pour le couple du cuivre en 0,06 sur 2 log de la concentration en Cu2+, qu'on vous donnerait pour positionner le point qui est ici. Je ne le fais pas. Ensuite, je fais deux courbes en oxydation. Pour l'eau, je tiens potentiellement compte d'une surtension à vide en oxydation, d'accord, la surtension anodique pour le dégagement de O2, ce qui est courant. Pour la courbe Cu2+ Cu, je fais un palier de diffusion. Donc, ok, ici, je tiens compte d'un palier de diffusion. Parce que l'espèce est en solution, pas pour le cuivre qui est solide. Et ensuite, à partir de pH égale 0, pourrait démarrer la réaction H+ en H2. Et je considère une certaine surtension inconnue, cathodique à vide, pour le dégagement de dihydrogène. Donc voilà l'allure en réduction. L'allure en oxydation. Alors normalement, cette partie de courbe devrait, parce que là on aurait cette courbe qui continuerait, ici, je ne sais pas trop comment. Et il faudrait superposer la partie H2O2, mais là, j'ai pas trop la place. Donc, normalement, H2O2 viendrait également au-dessus, mais à la suite de Cu2+. Enfin, ça ne change pas grand-chose pour la suite. Et ensuite, ce que je vais imposer une tension aux bornes du dispositif. Bien sûr, là, je n'ai pas de réaction normalement possible, d'accord, naturellement. Je ne peux pas créer, par exemple, un potentiel mix. Mais l'idée, c'est justement de forcer la réaction avec un générateur. Et je choisis une tension, donc je place des courants ici, par exemple 50 mA moins 50 mA, et je trouve la tension à imposer. Entre rigueur, ça c'est la tension à imposer du point de vue chimique, mais la vraie tension ici est différente, parce qu'en plus de cette tension qu'on peut appeler E0 plus exactement, il faudra tenir compte de la résistance de l'électrolyseur, ce qui va rajouter en fait un coût en la résistance fois le courant, donc un coût en RI. Donc en fait le coût sera E0 plus RI. Il ne faut pas forcément fournir une tension plus grande. Si vous fournissez une tension plus grande, certes, vous aurez des courants plus grands, donc des réactions plus rapides. Le danger étant que si vous allez trop vers la gauche, vous risquez de démarrer la réaction de H+ en H2, et donc en fait d'avoir une partie des électrons qui ne sont pas utilisés pour former du cuivre solide sur la plaque, mais qui entraîneront un dégagement de dihydrogène. Donc une perte en rendement, et ensuite le dégagement du gaz sur l'électrode de cuivre peut également créer des défauts lors de la formation du cuivre sur la plaque. Donc ce n'est pas une bonne solution, enfin sur le fil exactement. Donc ce n'est pas une bonne solution. Donc voilà ce qu'on peut faire comme allure, je dirais. Ensuite, pour l'épaisseur de cuivre formée,
Alors je pars du fil de cuivre qui est celui-ci, d'accord? Ceci c'est une vue de dessus, donc ici c'est simplement vue de dessus du fil qui a une hauteur h et il a un diamètre D0 et je considère que pendant la durée considérée de 1 heure, vous allez avoir un dépôt de cuivre qui se fait de façon homogène, pour simplifier, autour du fil, d'accord, d'épaisseur epsilon. Donc je rajoute une épaisseur epsilon. Alors pour simplifier les calculs, je vais faire l'hypothèse que epsilon reste petit devant R0, ce qui me permet en fait dans ce cas-là de dire que le volume de cuivre qui va se former, c'est simplement, en fait on découpe si vous voulez, on ouvre et on fait la surface, on fait comme si on avait un rectangle, on ouvre le cylindre, on le déroule et on fait la surface du cylindre intérieur qui sera donc pi d0 ou 2 pi r0 fois h, c'est-à-dire l'aire latérale du cylindre, et on rajoute epsilon l'épaisseur. Voilà. Sinon, ce qu'il faudrait faire, le cas exact, il faut calculer le volume du grand cylindre moins le volume du petit cylindre. Mais ça fait une équation à la fin plus compliquée sur epsilon. Donc je fais cette hypothèse-là, qui est sans doute raisonnable, voilà, pour faire le calcul. Donc, okay. Ensuite, j'exprime la charge de deux façons. Q, c'est I fois T, d'une part. Et d'autre part, la charge, c'est le nombre d'électrons qui ont circulé fois la constante de Faraday. Alors, le nombre d'électrons qui ont circulé, si tous les électrons servent à former du cuivre solide, il vous faut 2 fois plus d'électrons que vous n'avez de cuivre formé, le facteur 2. Mais simplement, on vous parle d'un rendement faradique. Le rendement faradique veut dire que tous les électrons ne sont pas utilisés pour former du cuivre. Ça veut dire en fait que j'aurais dû faire une courbe un peu plus décalée par là, ce pointillé rouge, parce que en fait, j'aurais dû prendre un courant un peu plus grand en fait sur la courbe, et j'aurais dû envisager qu'on est peut-être par ici, et qu'il y a quelques électrons qui commencent à faire la réaction H+ en H2. Voilà, donc sûrement que je n'ai pas fait forcément les bonnes positions ici, et la réaction H+ en H2 commence légèrement. Ce qui fait qu'il y a 5% des électrons qui sont utilisés pour former du dihydrogène et pas du cuivre solide. Donc forcément, ça veut dire que le nombre d'électrons qui a circulé, qui est compté par l'ampère-mètre, il est en fait plus élevé que le nombre d'électrons qui a réellement réagi pour former du cuivre. Donc forcément, état étant inférieur à 1, il faut le mettre au dénominateur. Si état vaut 1, vous retrouvez bien sûr le facteur 2. Ensuite, le nombre de moles, j'écris masse sur la masse molaire. La masse, je mets masse volumique fois le volume. Le volume, je mets la formule simplifiée, ce qui me fait apparaître epsilon, l'épaisseur formée de cuivre. Et en retournant la formule, enfin en égalisant le terme qui est ici avec le terme qui est là, vous obtenez epsilon. Pour l'application numérique, le plus simple, c'est de tout laisser en centimètres, parce qu'en fait, ici, alors, en grammes et en centimètres, ici, vous aurez encore une fois, ici, vous aurez des grammes par mol, mais ici, vous avez des grammes par centimètre cube. Donc, ça va simplifier. Et là, vous avez des centimètres cubes. Mais ici, j'ai centimètres. Ici, j'ai laissé en centimètres. Donc, à la fin, vous aurez la réponse en centimètres. Donc, vous pouviez tout laisser en centimètres et en grammes. Et à la fin, epsilon sera en centimètres. Donc, après, j'ai pris les valeurs. Bon, rien d'extraordinaire sur les valeurs. Ah, aussi, une remarque avant. C'est que si vous avez toujours un peu de mal à placer le état, vu que état est inférieur à 1, vous voyez que forcément, à la fin, vu que des électrons ont été utilisés pour autre chose que pour faire du cuivre, vous avez une épaisseur qui est plus faible que prévu. Et donc, une épaisseur plus faible que prévu, eh bien, il faut bien que ça, epsilon, vous voyez, c'est fois état, donc fois 0,95. Si vous aviez mis le état au dénominateur, epsilon aurait une valeur plus grande que la valeur théorique, ce qui n'est pas possible. D'accord? Donc, ainsi, on comprend bien que en mettant le état au numérateur, on obtient bien une épaisseur qui est plus faible que celle attendue, ce qui est normal parce qu'une partie des électrons ont servi à autre chose de ce qu'on attendait. Voilà, on peut toujours s'en sortir ici, on fait un petit raisonnement et on arrive toujours à trouver de quel côté il faut mettre état dans la fraction. Je fais l'application numérique, je trouve 5,02 fois 10-3 en centimètres, ce qui fait donc 5 fois 10-5 mètres, ce qui fait 50 micromètres. Et 50 micromètres, ça reste quand même relativement modeste devant le rayon R0 de 0,5 mm, c'est 10 fois plus petit. Donc l'hypothèse qu'on a faite ici, je pense qu'elle est validée, ou à peu près validée. Donc ça reste raisonnable et on peut donc conclure comme ceci. Sinon, encore une fois, vous faites la différence des deux volumes, mais c'est un peu compliqué pour rien. Voilà, je vous remercie.